Remercier l'Association française d'histoire de la justice pour cette invitation. Merci Madame la garde des Sceaux de son accueil. C'est une opportunité de partager avec vous tout à fait exceptionnelle et j'en suis très touché. Partager quoi? On reconstitue un petit peu autour de cette table. Il nous manque le président Laurent qui a remarquablement présidé ce procès. Il nous manque les avocats de la défense. Mais on a un peu l'impression de reconstituer l'équipe qui a vécu ces 6 semaines dans cette espèce de huis clos qui est un procès d'assises quand il dure aussi longtemps, du matin au soir, du lundi matin à 9h jusqu'au vendredi soir, parfois à 20h. On ne se quitte pas. Et quand on rentre chez soi le soir, c'est pour rêver à l'audience du lendemain. Donc il y a vraiment un phénomène de compagnonnage presque qui se crée et qui, à un moment, m'a fait un tout petit peu peur. Je me suis demandé si l'accusé n'allait pas en bénéficier, s'il ne se créait pas une espèce de connivence entre tous les acteurs de ce procès. Il y a eu 2 ou 3 fois où ce capitaine Simbikangwa a fait de l'humour, a fait des jeux de mots, a eu un sens de la répartie qu'on peut lui reconnaître. Et voilà, donc j'ai eu un petit peu peur de ça. Quelquefois, il est plus dur de condamner quelqu'un quand on a presque sympathisé avec lui, mais ça n'a manifestement pas du tout empêché le jury de prendre la décision qu'il a prise et de prononcer la lourde peine qui a été prononcée. Ce que je peux ajouter à ce qui a déjà été dit, pas grand-chose, parce que j'allais moi aussi insister sur le fait que ce procès, le retour d'expérience, c'est que ça marche, c'est faisable. La compétence universelle ou quasi universelle, on en a un petit peu peur parce qu'on n'en a pas l'expérience. Voilà, on commence à acquérir cette expérience. Le premier procès a été un succès. Il y avait beaucoup de défis. Je ne reviens pas sur tous les défis qui ont été énumérés par les autres orateurs qui m'ont précédé, mais ils ont tous été relevés sur le plan de l'organisation, sur le plan de la difficulté liée à l'ancienneté, à l'éloignement, aux cultures différentes, etc. Il reste une question de légitimité. Cette question de légitimité, moi j'en suis le premier convaincu. J'accompagne le collectif des parties civiles pour le Rwanda depuis quelques années et puis j'ai d'autres activités associatives qui font que je me suis beaucoup préoccupé de ces questions-là. La légitimité pour les tribunaux de la terre entière de juger ceux qui ont commis le crime contre l'humanité, elle passe par le concept d'humanité. L'humanité est visée par le crime et l'humanité tout entière, je crois que ce sont à peu près les mots du statut de Rome de la Cour pénale internationale, ce sont des crimes d'une telle ampleur qu'ils portent atteinte à la conscience de l'humanité tout entière. Donc tous les tribunaux du monde sont légitimes à les juger. Une fois qu'on a dit ça, on a posé ça en termes, je ne sais pas s'il faut dire politique ou philosophique ou les deux, il reste que c'est extrêmement décourageant quand on se promène un peu sur Google et qu'on lit les revues de presse et qu'on voit les commentaires des internautes en dessous des articles qui disent tous qu'on perd son temps, on perd son argent, qu'est-ce que la France va faire là-dedans donc cette légitimité, au-delà de sa dimension politique ou philosophique, moi je la vois dans autre chose. C'est la compétence universelle ou quasi universelle. Pourquoi le quasi? Parce que la compétence totalement universelle, c'est celle qu'avait connue la Belgique jusqu'à ce qu'elle fasse marche arrière et qu'elle revienne à un système un peu plus proche du nôtre. On est quasi universel parce qu'on exige quand même la présence de l'accusé sur le territoire français, ce qui me paraît raisonnable comme exigence. Elle trouve une légitimité particulière parce qu'on est dans des crimes dans lesquels, de toute éternité, depuis les débuts de l'histoire humaine, on souffre d'un double sentiment d'injustice, évidemment, mais aussi d'impuissance. En Syrie, aujourd'hui, on ne peut pas compter sur les tribunaux syriens pour rendre la justice. Il semblerait bien qu'on ait du mal à compter sur l'ONU aussi, parce qu'on est revenu à la logique des blocs. La Chine, la Russie bloquent le Conseil de sécurité, empêchent un renvoi de la situation syrienne devant la Cour pénale internationale. Et qu'est-ce qui permet de donner un peu d'espoir et de donner le sentiment qu'on peut avoir une prise au-delà de ce sentiment d'impuissance et d'injustice? C'est ce mécanisme de la compétence universelle. À partir du moment où tous les pays jouent le jeu, la France s'y met avec retard par rapport à beaucoup de ses partenaires, des procès sur le Rwanda, la Bosnie et d'autres pays. Il y en a eu beaucoup dans d'autres pays, au Canada, en Belgique, en Suisse, en Angleterre, en Argentine, l'Afrique du Sud, je crois aussi. Le Sénégal est en train de juger Hissène Habré pour les crimes du Tchad. Mais le jour où, et j'allais dire oui, la France a du retard par rapport à d'autres, elle a de l'avance par rapport aussi à un grand nombre de pays qui n'en sont pas encore là. Mais l'objectif
l'objectif de tout ça, c'est d'arriver à un système de justice pénale internationale qui ne sera jamais le système idéal qu'on peut rêver dans les terres d'une cour pénale internationale qui serait compétente pour juger tout le monde. C'est juste inhumain de penser qu'une institution comme la Cour pénale internationale pourra juger tout le monde. Mais on va, je pense, vers un mécanisme, et on y va en tâtonnant, en cherchant les bons équilibres, vers un mécanisme de coopération judiciaire internationale, coopération qui associe les tribunaux internationaux, qu'ils soient ad hoc ou la Cour pénale internationale permanente à vocation universelle, mais qui ne peut travailler que lorsqu'elle est saisie par le Conseil de sécurité ou lorsque les États ont ratifié son statut. Donc il y a, je crois, un bon tiers des États de la planète qui refusent encore le statut de la Cour pénale internationale, dont quelques grandes puissances comme la Russie, la Chine ou les États-Unis. Donc on est loin de cette universalité-là. Mais cette coopération judiciaire internationale qui se crée, elle va associer les tribunaux internationaux, les tribunaux du pays où les faits ont été commis, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui en Syrie, on ne peut pas compter sur les tribunaux syriens pour juger les Syriens, mais on commence à savoir qu'on peut compter sur les tribunaux rwandais pour juger les Rwandais sur le crime de génocide. Le système des Gacaca, je ne vais pas entrer dans le débat sur les Gacaca parce que ça serait ouvrir un très long débat, mais grosso modo, il a quand même permis de juger plusieurs centaines de milliers de personnes dans des conditions. Antoine Garapon, qui est quelqu'un qu'on admire tous ici, je pense, a publié un article récemment dans lequel il en tire finalement un bilan plutôt positif. Puis, bon, donc la capacité des pays du lieu de commission des crimes à juger ces crimes-là, elle est bloquée pendant une période lorsque le Rwanda se relève du génocide. Il n'y a plus rien, il n'y a plus d'institution judiciaire, il n'y a pas d'avocat, il n'y a pas de barreau, il n'y a pas de magistrat, c'est impossible. Donc on est obligé de faire appel à cette espèce de solidarité judiciaire internationale et de compter sur la justice des autres pays. Je rejoins Bruno Sturlez, on ne peut pas demander à la France toute seule de juger tous les génocidaires rwandais, ce serait chronophage, coûteux et peut-être contre-productif à la longue, mais au moins qu'elle juge ceux qui sont en France, comme elle en a le pouvoir. Et je termine, parce que je sais que tout le monde regarde l'heure qui tourne, avec un tout petit regret, qui est qu'on pourrait s'inspirer de ce procès Simbikangwa comme d'une source de retour d'expérience pour l'avenir, pour de prochains procès de crimes contre l'humanité. J'espère qu'en France, les prochains procès de crimes contre l'humanité seront des procès de compétence universelle, parce que sinon ça voudrait dire que les crimes se commettent ici. La difficulté, et là je reprends ma casquette de parti et de parti civil, la difficulté pourra être que la loi d'adaptation du statut de la Cour pénale internationale ne permet pas ce que permet la loi de 96 sur le Rwanda aux associations de victimes de se constituer partie civile et de provoquer par ce biais l'engagement des poursuites. Et ça, c'est un problème. Monsieur Choquet disait qu'il a trouvé le pôle en arrivant avec 28 dossiers sur le Rwanda, sur 33 dossiers, si j'ai bien noté les chiffres. L'association que préside Alain Gauthier et qu'anime Dafrosa est à l'origine d'une vingtaine de plaintes. D'autres associations, la FIDH, etc., sont à l'origine des plaintes qui ont constitué ce stock. Et je le dis en toute amitié pour les représentants du parquet qui sont ici, le parquet ne nous a pas toujours aidés dans ces dossiers. Il y a eu une époque, et je sais que depuis la création du pôle, ça change, mais il y a eu une époque où si les associations de victimes, voire les victimes elles-mêmes, ne se constituaient pas partie civile, il n'y avait pas de procès. Et on avait en France des suspects de participation à des crimes contre l'humanité qu'on n'extradait pas parce que, je ne reviens pas sur ce qui a été dit, on ne voulait pas les extrader. Le parquet ne voulait pas les poursuivre. J'ai une lettre du directeur de cabinet d'un de vos prédécesseurs, Madame la Ministre, qui m'explique que non, il ne sera pas donné. La politique n'est pas de poursuivre, elle est de laisser l'initiative aux parties civiles privées. Je ne sais pas pour quelle raison, sans doute un mélange de raisons juridiques et de raisons d'opportunité, mais si cette source est tarie à l'avenir, si la loi de 2010 portant adaptation du statut de la Cour pénale internationale n'est pas modifiée. Alors, on a parlé tout à l'heure de la proposition Sueur qui a été adoptée au Sénat, qui attend d'être inscrite à l'Assemblée nationale. J'ai cru comprendre que c'est pas pour demain la veille, je ne sais pas, il y a un moment où c'était prévu pour ce printemps et puis Madame le maire qui avait été nommée rapporteur est devenue ministre et la commission des lois n'a, me semble-t-il, pas l'intention de nommer un autre rapporteur. Si cette loi n'est pas adoptée et si on n'assouplit pas ces règles qui donnent le monopole des poursuites au parquet, on risque d'avoir des difficultés
pratique et aussi symbolique, parce que la place des victimes dans ce processus de justice pénale internationale, la France se fait le porte-drapeau d'un système qui donne une place éminente aux victimes. Elle a poussé la Cour pénale internationale à accueillir les victimes dans ces procédures, et elle s'apprête à faire un peu le contraire en France, ce qui serait fortement dommage.